Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun est sous le choc après une catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam. Un éboulement de terrain a fait au moins 42 morts et le bilan pourrait s'alourdir au moment où les fouilles butent devant les difficultés d'accès à la zone sinistrée. À suivre dans ce journal, la réaction du gouvernement qui a dépêché 2 ministres sur les lieux à Bafoussam et l'opposition qui critique déjà l'échec des politiques d'urbanisation dans les villes du Cameroun et l'absence d'une véritable volonté politique pour offrir aux populations un habitat décent. Vous suivrez les réactions des politiques dans le dossier consacré à cette actualité, au moment où le Cameroun est en deuil après cette catastrophe meurtrière survenue à Bafoussam. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est l'horreur que vivent les Camerounais à la suite de cet éboulement de terrain survenu dans la nuit de lundi à mardi et déjà 42 morts. Selon un dernier bilan, celui-ci pourrait s'alourdir au regard des fouilles qui se poursuivent pour retrouver d'éventuels corps ou des éventuels survivants à ces événements survenus dans la nuit de lundi à mardi. Les populations n'en reviennent toujours pas. Les Camerounais qui sont choqués de vivre ces événements. Que s'est-il réellement passé? Comment se sont organisés les secours durant toute la journée du côté de Bafoussam? On fait le point avec Leclerc Sakem. Le quartier Ngouaché, dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, est devenu un lieu de pèlerinage suite à un éboulement de terrain. Le drame est survenu dans la nuit de lundi suite à des pluies diluviennes qui s'abattent dans cette partie du pays. Près de 11 maisons détruites par ce glissement de terrain sur le flanc de cette colline qui surplombe la zone. 22 heures, puisque je ne dormais pas encore, j'étais au salon. À peine j'entre dans la chambre jusqu'à ce que je m'assoie sur le lit, je comprends un bruit de 30 secondes autour. Après, je me lève pour sortir, je vois que la porte est grandement ouverte. Quand j'ai voulu sortir, je vois que le dehors est tout couvert de fumée. J'ai d'abord regardé si mes enfants, si toute ma famille était saine et sauf. Et dès que j'ai constaté ça, c'est bon, fait mon signe de quoi il dit que le Seigneur est merveilleux. Aux environs de 21h30, quand j'étais en train de regarder des émissions à la télé, j'ai entendu un bruit comme si un avion percutait le sol. Mais c'était si violent. Je suis sorti pour regarder, je me suis placé un peu au carrefour pour mieux regarder. Et j'ai constaté qu'il y avait des gens qui criaient, j'ai entendu des voix. Je me suis précipité vers la zone, sur une colline. Quand je suis arrivé vers la zone, j'ai vu des maisons englouties par la terre. J'ai essayé de sauver quelques personnes. Le reste, c'était que des corps. Environ 11 maisons. Et immédiatement, j'ai appelé les sapeurs-pompiers. Les membres des familles des victimes sont inconsolables. Je vais mourir. Emmène-moi. Ma famille est finie. Là où nous sommes placés là, j'ai une famille, j'ai une nièce qui est décédée avec toute la famille. Ils sont au nombre de 5. Ils sont mariés, ça fait 5 personnes. Ils dormaient la nuit et puis il y a eu écoulement de terrain ici. Ils sont tous en bas. On attend les engins pour venir creuser et enlever les corps. Tonton, ne pas plus me voici à bas pour ça. Vous commencez par... Informé, le gouverneur de la région de l'Ouest et son état-major sont descendus sur le lieu du sinistre. Autour de 22 heures, il y a eu un éboulement à Ngouaché, septembre 63, le bloc 6. Après cet éboulement, on a enregistré 11 maisons qui sont vraiment enterrées. Et après les interventions des autorités administratives, forces de maintien de l'ordre et de la population,
on a pu retirer en ce moment 7 corps. Mais je peux vous dire que dans les décombres, on a identifié plus de 50 personnes qui sont portées disparues. Et à l'heure actuelle, les interventions sont en cours pour pouvoir déterrer et retrouver les corps ou les disparus. Donc c'est ça qui se passe maintenant. En visite dans la région de l'Ouest, le ministre de la décentralisation a lui aussi fait escale sur les lieux. Les blessés ont été conduits à l'hôpital régional de Bafoussam. Les fouilles, quant à elles, continuent. L'espoir de retrouver les survivants est très mince. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre dans la région de l'Ouest, laissant planer la crainte des dégâts. Le risque d'autres catastrophes similaires est permanent. Et voici les premières images des membres du gouvernement à l'hôpital régional de Bafoussam, là où quelques rescapés ont été hospitalisés. Vous le voyez en image, le ministre de l'Habitat, Célestine Ketia-Cortez, et le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi, qui rendent visite aux rescapés qui sont internés au service des urgences à l'hôpital régional de Bafoussam, afin de pouvoir connaître leur état de santé, également pouvoir prendre leurs nouvelles et comment ont-ils pu échapper à cette catastrophe meurtrière. Je vous propose d'écouter l'ambiance qui prévaut à cet instant à l'hôpital régional de Bafoussam. C'est le bébé. J'étais au cas. Oh mon Dieu. Comme le réveil, qui attend. La grâce, elle monte dedans. Mais on n'a pas mis à la morgue. Les obsèques sont à la morgue. On sait notre corps. Donc elle n'était pas la passable. Puis donc la dernière. Vous le voyez, les images des membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Bafoussam afin de transmettre le message de compassion du chef de l'État et ses condoléances, ainsi que celle du premier ministre chef du gouvernement. Et avant cette visite, il y a eu une réunion restreinte avec les responsables de l'hôpital régional de Bafoussam pour faire le point sur le bilan humain de cette catastrophe ferroviaire. Déjà 42 morts selon un premier bilan, lequel pourrait s'alourdir au regard des fouilles qui sont butées aux difficultés d'accès à la zone sinistrée. Je vous propose de suivre ces propos du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi, lors de cette réunion restreinte avec les responsables de l'hôpital régional et certaines autorités administratives à Bafoussam. On va poursuivre, n'est-ce pas, cette réunion chez le gouverneur pour avoir une évaluation de la journée, de ce qui s'est passé depuis hier. Et après cette réunion qui va durer 5 minutes, nous allons rendre visite aux rescapés pour leur témoigner le message de confiance du chef de l'État et les encouragements du président du chef du gouvernement. Voilà à peu près la nature de ce que nous allons faire dans quelques instants. Donc, je vais vous prier maintenant de nous permettre de continuer. Vous allez nous attendre dans les couloirs et le conseil médical. Vous l'avez suivi, 42 morts, c'est-à-dire 42 corps déjà enregistrés à l'hôpital régional de Bafoussam, parmi lesquels 4 femmes enceintes, selon le dernier point qui nous parvient de nos envoyés spéciaux du côté de Bafoussam pour vous faire vivre en temps réel ces événements et la mobilisation des populations et des pouvoirs publics relatifs à cette catastrophe meurtrière survenue dans la nuit de lundi à mardi à Bafoussam 3e. En adressant ainsi ses condoléances, le ministre de l'Habitat, Célestine Ketia-Cortez, annonce également une réunion de crise prévue demain, mercredi, à partir de 14 h. L'objectif est de pouvoir arrêter les mesures urgentes pour l'aménagement de la zone sinistrée et examiner les voies et moyens pour faire respecter les prescriptions d'urbanisme, les règles de construction et les plans d'occupation des sols afin d'éviter que de telles catastrophes se produisent dans le futur.
Ce sont les propos du ministre de l'Habitat. Et toujours sur le site de Bafoussam 3e, il y a le ministre de la décentralisation qui annonce le déblocage de 25 millions de francs CFA comme appui à la commune de Bafoussam 3e. Georges Elanga Obam était sur le lieu du drame en compagnie du directeur général du FECOM afin d'évaluer les dégâts et d'apporter cet appui de 25 millions de francs CFA à la commune de Bafoussam 3e, commune sinistrée à la suite de cette catastrophe meurtrière. D'autres réactions à la suite de ces tristes événements, c'est celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le président du MRC a exprimé sa consternation après cette tragédie. Le professeur Maurice Kamto présente ses condoléances au nom du MRC et estime que cette catastrophe est le fruit d'une urbanisation anarchique des villes, laquelle est due à la démission des pouvoirs publics depuis 37 ans. Le MRC critique une décentralisation ratée, notamment avec la nomination des délégués du gouvernement qui ne se soucient pas de la mise en œuvre des politiques de développement local. Le professeur Maurice Kamto souligne l'urgence de la mise en place d'une gouvernance locale fondée sur une véritable démocratie permettant aux populations de choisir librement leurs dirigeants à tous les niveaux et aux dirigeants ainsi choisis de savoir qu'ils doivent rendre compte de leur gestion aux populations qu'ils sont appelés à servir. Et d'autres réactions des Camerounais qui ont illustré sur les réseaux sociaux leur compassion à l'endroit des victimes et de leurs familles à Bafoussam 3e où 42 corps ont déjà été sortis des débris et des décombres de cet éboulement de terrain survenu dans la nuit de lundi à ce mardi. Évoquons à présent, non loin de Bafoussam, ce sont les régions anglophones qui sont confrontés à une crise sans précédent. L'impact de cette crise, c'est le déplacement des élèves dans le département du Mungo, là où les salles de classe sont débordées par les effectifs venant de ces deux régions, du sud-ouest et du nord-ouest, deux régions en guerre depuis près de 2 ans. Et c'est le diocèse de Konsamba qui tire la sonnette d'alarme sur les difficultés d'encadrement de ces élèves de plus en plus nombreux, élèves déplacés des régions anglophones. C'est le constat que font nos reporters Jacquino Molon et Michel Ngatiou dans ce reportage. C'est à même le sol que cet élève prend ses cours dans cette salle de classe. Cet autre n'a de table bon où s'asseoir et c'est un morceau de parpaing qui lui sert de siège. À côté, 4 par table bon dans cette classe de ce collège d'enseignement secondaire catholique. Ceux du primaire ne sont pas sans reste. Le même constat du trop-plein dans les classes. C'est le moins que l'on puisse dire face aux nombreux manquements que connaît le diocèse de Nkonsamba dans le Mungo. Nous avons eu dans nos écoles et collèges des effectifs assez abondants qu'on n'a pas su gérer du fait de leur présence. Mais plus que ça, surtout le manque de collaboration de beaucoup de nos collaborateurs qui n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Une collaboration très attendue de la part des partenaires qui justifie l'absence des salaires, de la logistique et surtout la subvention promise par l'État qui n'est jamais arrivée. Nous avons travaillé comptant sur les subventions. Nous n'avons pas reçu de virement et ça nous a beaucoup fauché. Les encadreurs et enseignants ne sont pas en reste. Le problème de manuel scolaire, inquiétant pour une réelle atteinte des objectifs. Il n'y a pas d'harmonisation au niveau des supports d'enseignement. Bien sûr, tout à fait, ça aura un impact négatif du moment où on n'arrive pas à harmoniser les enseignements. Dire que la crise dans les régions d'expression anglaise du Cameroun et ses impacts sérieux sur l'évaluation des apprenants dans le diocèse devrait plutôt interpeller les décideurs à y voir plus clair. Parlons à présent du climat, des affaires. Le Cameroun perd une place au classement Doing Business et se positionne désormais au 167e rang sur 190 économies classées dans le monde. Et selon les 10 critères d'appréciation de la Banque mondiale, le Cameroun a effectué des efforts de mise en œuvre des réformes que dans un seul critère, à savoir l'accès aux informations sur le crédit. Dans le reste des critères, le pays stagne et reste parmi les dernières économies à mener des réformes pour l'amélioration du climat des affaires à travers le monde. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat.
L'année 2019 qui tire à sa fin laissera en point douter de mauvais souvenirs aux chefs d'entreprises nationaux et étrangers opérant au Cameroun. Les chiffres du bulletin du deuxième trimestre du groupement interpatronal du Cameroun en disent long, avec par exemple 80% des hommes d'affaires qui dénoncent une multitude d'obstacles empêchant un décollage réel de l'activité économique. Au premier cri de leur mal-être, la dégradation de leur trésorerie, conséquence directe d'un ensemble de goulots d'étranglement institutionnels, structurels et aussi conjoncturels. L'administration publique y a une part de responsabilité dans l'inertie et les lenteurs presque à tous les niveaux. Corruption dans l'acquisition des permis de construire, la main molle dans la lutte contre la concurrence déloyale de l'informel, la contrebande, la pression fiscale, la faible imposition de certains produits importés, pourtant fabriqués localement. Loin d'être au bout de leur peine, il y a l'épineuse question de l'accès à l'électricité, l'accès au crédit, l'insuffisance du personnel qualifié, le règlement des cas d'insolvabilité, le non-respect des contrats et tout récemment, le difficile accès aux devises avec la nouvelle réglementation en zone CEMAC. Et comme cela ne suffit pas, le contexte y a mis du sien avec l'application de la loi de finances 2019. L'insécurité à l'extrême nord avec Boko Haram, l'instabilité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà une coupe bien trop pleine pour des chefs d'entreprise qui doivent la boire jusqu'à la dernière goutte. L'impact de cet assombrissement sur le climat général des affaires, c'est bien la stagnation ou le ralentissement des activités, entraînant une baisse significative du chiffre d'affaires, déplore bien dépité plus de la moitié des chefs d'entreprise camerounais. À l'analyse de tous ces faits nocifs, à la bonne santé économique d'un pays qui se veut émergent d'ici 15 ans, la régression du Cameroun dans le classement 2020 de la Banque mondiale n'étonne pas, révèlent les économistes les plus avertis. De 166e en 2019, notre pays est désormais 167e dans le rapport Doing Business que vient de publier la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods note que sur 10 points d'appréciation, le Cameroun a amélioré un seul indicateur, l'accès aux informations sur le crédit. Bien qu'en perte de vitesse d'une place dans ce classement 2020, le Cameroun reste la locomotive de la sous-région CEMAC, suivi du Gabon 169e, la Guinée équatoriale 178e, le Tchad 182e et la Centrafrique 184e, sur 190 économies dans le monde en matière de facilité à y faire des affaires. Dans ce chapitre économie, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale peine à dynamiser le marché financier régional après la fusion des deux places boursières à Libreville et Douala. Seules 4 entreprises sont cotées en bourse pour une valeur de 250 milliards de francs CFA et une dizaine d'obligations enregistrées pour une valeur de 796 milliards de francs CFA. Le directeur général de la BVMAC reconnaît la faible animation du marché financier régional. Jean-Claude Ngba était face à la presse. Il a dévoilé une stratégie d'optimisation des activités boursières qui passe par la volonté politique des États membres de la CEMAC qui ont promis en 2020 d'introduire chacun de ces États au moins une entreprise cotée en bourse et la mobilisation de l'épargne sous-régionale pour permettre aux activités, aux entreprises privées et publiques, elles aussi, d'intégrer la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Et en économie, le gouvernement camerounais fait face à la concurrence entre l'organisation des foires économiques au Cameroun, entre la Foire des affaires du Cameroun et PME Exchange. Le gouvernement souhaite l'harmonisation et la fusion de ces foires économiques pour pouvoir trouver des stratégies visant à améliorer le climat des affaires et permettre aux entreprises camerounaises, aux PME, de discuter avec des investisseurs, des financiers et bénéficier de l'appui du gouvernement. Le ministre du Commerce était face à la presse à Yaoundé. Compte rendu, Élisée Bogba et Guy Zogo. Nous reviendrons sur cet événement dans ce journal. Parlons à présent des maladies non transmissibles. Je vous le disais dans ce journal, avec 40% des décès, ces maladies font des ravages sur le continent africain et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de mettre sur pied une stratégie régionale pour permettre aux agents de santé de pouvoir administrer des soins pour lutter contre les maladies oculaires. D'autres précisions avec Nadine Yambou. Les maladies non transmissibles constituent de nos jours une grave menace pour l'Afrique.
Le mode de vie sédentaire, alimentaire et l'impact de l'environnement sont autant de facteurs à l'origine de la progression rapide des pathologies cardiovasculaires, le diabète et autres infections respiratoires chroniques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si rien n'est fait dans l'urgence, ces maladies pourraient davantage détruire la population. Aujourd'hui, les maladies non transmissibles sont responsables d'environ 40% des morts, de la mortalité dans la région. Mais à l'horizon 2025, c'est-à-dire dans 5 ans, et ces maladies non transmissibles seront responsables d'environ 60%, 55 à 60% de la mortalité si rien n'est fait. Au regard des conséquences désastreuses, les professionnels de la santé des pays de la région africaine de l'OMS sont réunis à Douala afin de coordonner la lutte contre ces pathologies avec un accent mis sur les affections oculaires. Dans le cadre, bien sûr, de la réponse globale aux maladies non transmissibles dans la région, augmenter les capacités à prendre en charge et à lutter efficacement contre tous les problèmes oculaires en première ligne, ce qu'on appelle au niveau du premier contact. C'est à faire en sorte que chaque malade qui arrive dans une structure de santé puisse avoir les soins adéquats et puisse être prise en charge au niveau adéquat. L'élaboration d'un manuel devrait sanctionner les travaux de Douala. Le dit document permettra ainsi à toute personne intervenant dans la chaîne de santé d'administrer des soins oculaires sans difficulté majeure. Un manuel a été rédigé par l'OMS et nous sommes là aujourd'hui pour nous familiariser avec ce manuel. Et de retour dans nos pays, nous devons pouvoir former nos agents de santé pour qu'aujourd'hui, même en l'absence d'un spécialiste au niveau des centres de santé, je veux dire au moins un infirmier ou une infirmière, avec l'utilisation de ce manuel, puisse donner des soins de santé oculaire. Les maladies non transmissibles que sont le cancer, le diabète et autres problèmes cardiovasculaires font partie des premières causes de mortalité en Afrique avec 40% de décès, d'où la mobilisation tout autour. Revenons sur cette conférence de presse du ministre du Commerce qui a tenu à harmoniser les foires économiques au Cameroun afin de permettre aux PME et aux entreprises de disposer d'une plateforme commune pour discuter de leurs difficultés, rencontrer des investisseurs et bénéficier de l'appui du gouvernement. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Guy Zogo. La guerre des foires et forums économiques est en passe d'être évitée au Cameroun. Pour accorder les violons sur le marché de la promotion des entreprises, le ministre du Commerce vient de descendre dans l'arène au cours d'une conférence de presse à Yaoundé dans le cadre de la fusion en un événement de la Foire internationale des affaires du Cameroun, FIAC, lancée en 2018, et des PM Exchange qui existent depuis 4 ans. Dans un souci de rationalisation et d'harmonisation des opérations menées par ces deux entités, et dans la mesure où l'objectif ultime est le même au final, le gouvernement a pris langue à la fois avec les promoteurs de PM Exchange et surtout avec la Fondation internationale Interprogress, à qui le gouvernement a prescrit donc d'amorcer ce rapprochement stratégique entre les deux manifestations. Ces deux rencontres des entreprises, promues respectivement par la Fondation Interprogress de Pierre Soumbache et le mouvement patronal Entreprises du Cameroun ECAM, en fusionnant, sont présentées comme un ensemble plus fort. On s'agrandit plutôt que d'avoir évolué d'un côté la FIAC, la Foire internationale des affaires du commerce de Douala, et le forum des PME, forum PME Exchange. Donc on se met ensemble, on fait un événement en un même lieu, en un même temps. On réunit l'entreprise, on fait des affaires, on échange, on noue des partenariats, et c'est comme cela qu'on avance. À la fois donc à la Fondation Interprogress, comme chez ECAM, on fume le calumet de la fusion. On peut se réjouir de voir 3 structures incluant ECAM, PM Exchange et l'antenne Afrique de la Fondation internationale Interprogress mutualiser leurs moyens humains et matériels pour prendre
pour rendre utile et efficace une manifestation de promotion économique et d'intérêt général qui devient FIAC PME Exchange. Le moins qu'on puisse dire est que le potentiel de ces deux événements, PME Exchange et FIAC, est avéré. Leur mutualisation permet de fusionner les énergies créatrices de deux équipes au service d'un événement plus grand, plus ambitieux. Il n'en reste pas moins que le gouvernement vient de s'employer à éviter un clash entre ECAM et la fondation Interprogress, dont le promoteur, soutenu par le gouvernement, est de plus en plus contesté. Dans la région du Sud, c'est un véritable coup de théâtre. Le sous-préfet d'Ebolova II vient d'interdire le meeting du MRC et du RDPC prévu, selon lui, à la même date et aux mêmes heures. Le sous-préfet d'Ebolova II précise que sont interdites pour compter de la date de la signature de son arrêté pour risque de troubles à l'ordre public. Il a précisé menace de troubles à l'ordre public. Il relève des tensions, provocations, affrontements entre les deux camps. Et de ce fait, il a interdit les meetings du MRC et du RDPC prévus aux mêmes dates, heures et lieux à Ebolova II, décision du sous-préfet de cet arrondissement à Ebolova dans la région du Sud, lui qui interdit à la fois les meetings du RDPC et du MRC prévus déjà en fin de semaine à Ebolova II. Et non loin d'Ebolova, c'est à San Melima, là où des jeunes éprouvent des difficultés à s'insérer dans le monde de l'emploi. Pourtant, ils ont bénéficié d'une formation à l'école technique d'agriculture de San Melima, bien que nantis d'une qualification professionnelle. Ils font face au chômage et au sous-emploi décent. Et en plus, cela se pose également notre problème. L'annexe de cette école située à Meyo-Esse est également en difficulté liée à des infrastructures et des bâtiments en décrépitude et l'absence d'un plateau technique suffisant pour la formation des jeunes dans les techniques agricoles. D'autres précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage. Enthousiaste à son entrée à l'école technique d'agriculture de San Melima, Joseph Emery Atangana Lemoin depuis qu'il a achevé sa formation. Et pour cause. Depuis que nous sommes sortis, il n'y a pas encore grand-chose. On attend. Ce qui est embarrassant, c'est qu'on s'est retrouvé avec les apprenants de la 3e promotion. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait 8 ans sur le terrain. Ils chôment toujours, ils n'ont pas eu de financement. C'est ça qui nous inquiète. Quand vous faites encore un projet avec celui-là qui est sorti, ça fait il y a 8 ans, on se demande vraiment si le financement là sera effectif. Ce technicien supérieur d'agriculture est d'autant plus inquiet que lors des recrutements à la fonction publique, il y a peu de places disponibles pour ces entrepreneurs agro-pastoraux. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les techniciens supérieurs sont toujours lésés. Lors des intégrations, il y a 50 places. Pourtant, il y a plus de, comme l'année-ci, il y avait 1300 candidats pour 50 places. Vous essayez un peu de comprendre comment la compétition est rude. Nous voulons vraiment que le gouvernement prenne ça en compte. Parce que quand vous sortez d'une école comme celle-ci, où les dépenses s'élèvent à plus de 700 000, que vous recouvrez au quartier, vous montez, vous descendez, vraiment, c'est tellement stressant. Un stress que les Bleus, comme on les appelle, ne connaissent pas encore. Eux qui nourrissent beaucoup d'ambition au moment où ils entament leur formation à l'annexe de Meyo. Et je suis parti là-bas beaucoup plus pour être entrepreneur autonome dans mes activités. Je n'aime pas dépendre d'une personne. Il y a déjà une multitude de projets parce que nous avons encore la forêt chez nous ici au sud. Au sorti d'ici, je vais essayer d'aménager cette forêt-là pour avoir un pôle agricole. L'agriculture est le pilier de l'économie camerounaise. Donc en se lançant dans l'agriculture, on se dit pourquoi pas s'auto-employer. On pourra employer d'autres jeunes Camerounais. Quand on vient ici, c'est pour apprendre, c'est pour concevoir, c'est pour produire, c'est pour vendre. Situé à 5 km du centre-ville de San Melima, sur une route en terre, l'école technique d'agriculture, annexe de Meyo, fait face à plusieurs difficultés, dont l'absence de l'énergie électrique. Nous ne sommes pas branchés sur Eneo, nous n'avons pas le courant. Les jeunes ont du mal à suivre l'information, l'actualité de leur pays.
Et c'est pas vraiment évident pour eux parce que quand on suit une formation, il faut aussi être en contact avec l'extérieur, ça veut dire avoir l'information fiable à temps. Le dernier rempart, qu'est l'énergie solaire, commence lui aussi à lâcher. On nous a branché l'énergie solaire il y a de cela 5 ans. Au départ, ça donnait normalement comme le vrai courant, comme le bon triphasé, mais au jour d'aujourd'hui, nous connaissons des petits problèmes avec ce branchement. Il y a des batteries qui sont connectées et qui sont déjà amorties. Ça veut dire que les batteries ne supportent plus la charge. Malgré ces difficultés, l'école technique d'agriculture de Saint-Mélima, annexe de Meyo, tient la route et offre des formations sur concours aux titulaires du BEPC, du probatoire et du baccalauréat. Au sortir de la formation, les lauréats sont, selon le diplôme d'entrée, soit agent technique d'agriculture, soit technicien d'agriculture ou technicien supérieur d'agriculture, comme Joseph Emery Atangana, lauréat de la 7e promotion. Vous n'avez pas oublié que vendredi dernier, des passagers d'un véhicule appartenant à une compagnie de transport routier interurbain ont été victimes d'agressions sur l'axe Yaoundé-Obala et ces bandits armés et non identifiés faisaient partie des passagers embarqués en cours de la route par le conducteur du dit véhicule. Le ministre des Transports vient de suspendre pour une période de 3 mois la compagnie de transport interurbain établissement Binam Voyage au regard de ces manquements graves à la réglementation en vigueur. Jean-Ernest Massenanga-Lebibé a également décidé de retirer le permis de conduire au conducteur du dit véhicule, Jean-Robert Fokou, et l'interdit de postuler pour une durée de 5 ans à tout examen de permis de conduire. Dans son communiqué, le ministre des Transports rappelle que le ramassage des personnes en cours de trajet est une activité strictement interdite. L'enregistrement des passagers se fait uniquement dans les agences de voyage sur présentation d'une pièce d'identification valide. Un public reportage dans ce journal, la jeunesse consciente de l'Ouest a fait le déplacement dans la région du Sud afin de sensibiliser les jeunes sur la paix et l'enjeu du vivre ensemble pour le Cameroun. Reportage. À la tête de la jeunesse consciente de l'Ouest, JCO, Iliassou Djibrine vient d'enfourcher le bâton de pèlerin pour faire asseoir définitivement les vertus du vivre ensemble dans les cœurs des Camerounais. Ainsi, Galim, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest, a d'abord abrité la cérémonie de lancement officiel des activités de la JCO. Il y a été question de présenter au grand public les objectifs poursuivis par cette association. Moi, je suis d'une zone, je suis même chef dans une zone où, disons, le peuple a simplement accueilli mes ancêtres. Si aujourd'hui, ce repli identitaire allait affecter cette zone, mais rendez-vous compte, moi je serais perdu. C'est vrai, et ça ne nous accompagne pas, c'est un frein au développement. Parce que ici, par exemple, j'ai posé des actions. J'ai posé des grandes actions, j'ai fait des constructions. Je suis allé jusqu'à un niveau un peu très élevé dans le cadre social. J'ai apporté du soutien social aux gens. Bon, si aujourd'hui je ne me sens plus chez moi, simplement rassurez-vous que aucune action ne sera plus posée. Moi, je ne vais plus rien faire. Et c'est un frein pour le développement du Cameroun. Dans la foulée, les événements de Saint-Mélima, dans le département du Dja-et-Lobo, région du Sud, ont offert l'occasion à la jeunesse consciente de l'Ouest d'aller réconforter les victimes de ces moments douloureux avec à la clé des échanges cordiaux avec les autorités administratives. Moi, je suis l'une des personnes qui veulent que le vivre ensemble soit une réalité palpable au Cameroun. Je suis entré enseignant à 20 ans. Et j'ai commencé mon enseignement au Nord Cameroun, à Pitoua. Je parle Fulbe comme je parle Boulou. Ouais. Après les 8 ans du Nord, je suis parti au Nord-Ouest. Où j'ai fait 3 ans à Bamenda, 1 an à Tatou, 5 ans à Missagé. On a effectué des rencontres d'échange, on a sensibilisé les populations sur le tribalisme qui est un fléau qui détruit réellement le Cameroun actuellement. Nous allons continuer à intensifier cette sensibilisation sur l'étendue du territoire national. Telles sont les missions de jeunesse consciente de l'Ouest. Avec ces initiatives,
La jeunesse consciente de l'Ouest entend contribuer à l'établissement d'un climat de concorde entre les Camerounais pour un développement harmonieux. Nous devons éduquer nos jeunes, nous devons éduquer aussi les parents, pourquoi pas, à aimer le vivre ensemble, à vouloir vivre ensemble, surtout cultiver l'amour du prochain, pas l'amour d'une ethnie particulière ou quoi que ce soit, mais l'amour du prochain. Après cette première vague d'activité, la jeunesse consciente de l'Ouest, JCO, va se muer en jeunesse consciente du Cameroun, JCC. Ce sera au cours d'une cérémonie dont l'entrée sera gratuite à Douala-Bercy le 23 novembre 2019. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après avoir autorisé une manifestation publique du MRC, c'était prévu pour le vendredi 1er novembre prochain, le sous-préfet des Boulevards 2 interdit la manifestation du MRC. L'autorité administrative locale invoque des menaces graves de troubles à l'ordre public, provocation, risque d'affrontement entre les deux camps. Il fait savoir dans sa décision que les meetings du MRC et du RDPC prévus selon lui aux mêmes heures et aux mêmes dates sont interdits dans sa circonscription administrative. Pourtant, vous l'avez signalé, dans la même journée du 28 octobre, il avait donné un récépissé de déclaration de manifestation au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun concernant ce meeting prévu initialement le 1er novembre 2019 à Ebolova. Et là, il vient de l'interdire, estimant qu'il y a un autre meeting, celui du parti au pouvoir, prévu à la même date et sur le même lieu. Et au regard des menaces graves de troubles à l'ordre public, il a décidé d'interdire ces deux meetings. Ce sont là les motifs sur lesquels s'appuie le sous-préfet d'Ebolova 2e pour prendre une telle décision. Gouaché, des membres du gouvernement déjà à Bafoussam. Le ministre Atangandi en charge de l'administration territoriale et Célestine Ketia-Cortez en charge de l'habitat sont allés présenter les condoléances du chef de l'État et du Premier ministre aux familles durement éprouvées. Vous l'avez vu avec des images exclusives, comment ils sont allés rencontrer les rescapés, notamment des enfants aujourd'hui orphelins, et faire le bilan avec le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. 42 morts selon un premier bilan, dont 4 femmes enceintes. Leurs corps sont déjà à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam et ce bilan pourrait s'alourdir car les fouilles se poursuivent. Elles restent compliquées, ces fouilles, du fait de la difficulté d'accès à la zone sinistrée, et une réunion de crise est également prévue demain à Bafoussam pour arrêter les mesures d'urgence en vue d'aménager la zone sinistrée et s'occuper de ces populations complètement choquées du fait de ces événements survenus dans la nuit de lundi à ce mardi. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame